de cette session, c'est qu'il y a certains outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider, dans certaines conditions, s'ils sont bien utilisés, des journalistes, sinon à scooper, au moins à avoir un temps d'avance très important, qui peut être très important et se révéler décisif dans le travail des rédactions. Donc pour en parler, on est avec deux journalistes qui sont Estelle Cognac, qui est directrice adjointe de la rédaction de France Info, ici à Radio France, avec Christophe Israël, qui est directeur adjoint de la rédaction de Libération. Et on est également avec une ancienne journaliste, Kirsten Devar. Vous avez travaillé pour CNN, vous avez travaillé pour Al Jazeera. Aujourd'hui, vous travaillez de l'autre côté, du côté de la technologie, pour une entreprise qui s'appelle Dataminer, vous êtes vice-présidente de l'activité News. Et on va tout de suite commencer sans doute en faisant comprendre à l'audience de quoi il s'agit, ce que c'est que cet outil qui est Dataminer, qui est utilisé par plusieurs rédactions ici en France. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une session assez chouette parce qu'on rentre dans les coulisses de la fabrication de l'information, des choses qu'on ne connaît pas forcément quand on est extérieur à ce monde-là. Kirsten, je vous laisse la parole. Merci Antoine, bonjour à tous. Est-ce que les slides sont prêts? Super, merci beaucoup. Donc je m'appelle Kirsten Devar, je suis pas française d'origine, mais j'ai grandi ici, d'ailleurs dans le 16e, donc ça fait du bien d'être de retour à la maison. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'intelligence artificielle maintenant on va parler concrètement d'un outil d'intelligence artificielle qui est utilisé par les rédactions partout dans le monde. Donc, comme Antoine l'a mentionné, je suis une ancienne journaliste. J'ai travaillé donc avec plusieurs rédactions internationales et je me suis spécialisée donc dans l'information en continu, dans la vérification et les opérations de terrain. Donc, avec l'information en continu, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Donc, tous les journalistes dans le monde doivent être prêts à n'importe quel moment à toute éventualité, dont par exemple l'incendie de Notre-Dame il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, l'information circule extrêmement rapidement avec les réseaux sociaux. Donc, cette rapidité, dans un monde qui est plus connecté que jamais, pose un énorme défi aux rédactions qui sont sous pression d'être en alerte constante pour recevoir l'info, la vérifier et la publier afin de répondre aux besoins du public, à vos besoins. Donc, d'après une étude publiée par l'Institut Reuters, Rasmus Nielsen est là aujourd'hui aussi pour en parler, mais 78% des rédactions ont l'intention d'investir plus cette année dans l'IA afin de faire face à ces défis. Alors, il est bien sûr très important de dire que l'IA ne vient pas au détriment des journalistes et de leur emploi. La majorité des journalistes savent qu'il est absolument vital de se servir de l'IA et sont en recherche continue de solutions technologiques. Ces services sont complètement complémentaires aux journalistes et c'est quelque chose que Eric Scherer a mentionné aussi pendant sa présentation. Alors, Dataminer a été fondé en 2009 par 3 associés à New York et ils ont commencé par signer un partenariat exclusif avec Twitter afin d'avoir un accès illimité à la base de données publiques de ce réseau. Alors la raison principale étant que dans le monde d'aujourd'hui, comme vous le savez, lorsque quelque chose se produit, comme par exemple un incendie à Notre-Dame, il est fort probable que la première chose que les gens vont faire, c'est tweeter, parfois même avant d'appeler les services d'urgence. Donc, aujourd'hui, Dataminer est un outil qui, en gros, trouve ce genre de tweets, trouve ce genre d'informations et les fait surfacer afin de les envoyer aux journalistes comme ceux ici présents avec moi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 650 rédactions dans le monde qui se servent de Dataminer. C'est un outil qui est utilisé, entre autres, par les rédactions de CNN, de Al Jazeera, la BBC, par exemple. Et en France, les équipes donc, de France Info, avec Estelle ici, de Libé, avec Christophe, et aussi par BFM. Alors, je pense que le meilleur moyen de vous expliquer comment ça marche, c'est d'utiliser un événement réel et analyser comment les rédactions se sont servies de cette information pour publier l'info. Alors, j'en étais où? Voilà. On part en Libye. On part en Libye. Alors, on part en Libye le soir du 2 juillet, il y a quelques mois. Une témoin a posté sur Twitter, en arabe, qu'elle entendait des avions de chasse qui survolaient son quartier. Quelques minutes plus tard, un autre témoin poste une photo et de la fumée qu'il aperçoit de sa fenêtre.
Au fur et à mesure que l'histoire se développe, un journaliste libyen poste aussi, en arabe, sur Twitter, que ces frappes aériennes avaient touché un centre de migrants qui était pas loin, où il y avait des centaines de personnes qui dormaient. Cette nuit-là, plus de 40 personnes sont décédées et plus de 130 blessées. Et c'est une attaque qui a été fortement condamnée par les Nations Unies et par l'Union européenne. Alors, cette première alerte, l'alerte de cette femme qui est chez elle et qui poste en arabe qu'elle entend des avions de chasse qui survolent son quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle a été envoyée par le service de Data Miner aux équipes du New York Times. Le New York Times, un journal de grande réputation, a publié il y a quelques semaines un article où ils ont en gros décrit comment ils ont utilisé l'alerte et ce qu'ils ont fait avec. Alors, ils le disent donc ici en anglais, mais je vais faire paraphraser en français. Ils ont dit: quand Data Miner, un service de monitoring des réseaux sociaux, a alerté notre équipe le soir du 2 juillet de plusieurs tweets à propos de frappes aériennes touchant un camp de migrants près de Tripoli, notre équipe d'investigation s'est mobilisée pour comprendre ce qu'il s'était passé. Alors, quel est l'avantage de recevoir cette première alerte de quelqu'un qui est dans son salon, à Tripoli, dans un endroit que très peu d'entre nous connaissent? Premièrement, la rapidité. Être premier à recevoir une info, même une info qui paraît quelconque, est très importante dans le processus de la vérification parce que cela donne le temps aux journalistes de pouvoir faire la vérification et de pouvoir faire leurs propres appels et de faire du journalisme. D'accord ? La deuxième, c'est la traduction. Les tweets étaient tous publiés en arabe et Data Miner a la capacité de lire et d'analyser plus de 77 langues en temps réel. Et elle aussi donne l'alerte aux journalistes traduite déjà en anglais. Est-ce que vous oui, pourriez nous dire comment cette alerte arrive? Qu'est-ce qui fait que Data Miner, à un moment, sans forcément rentrer dans des considérations très compliquées, mais pour notre audience qui est le grand public, qu'est-ce qui fait que Data Miner envoie une alerte ou détecte qu'il y a quelque chose à envoyer? Alors, il y a plein de différents niveaux de l'intelligence artificielle et dans le produit. Ça fait 10 ans qu'on construit au fur et à mesure du temps des alertes qui, en fait, qui sont surfacées avec une combinaison, par exemple, de mots-clés, une combinaison de volume. Est-ce qu'il y a 2 personnes près de Tripoli qui sont en train de poster quelque chose qui semble être pareil? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'on fait les analyses des photos et des vidéos aussi en temps réel pour faire s'assurer qu'il n'y ait pas de duplication, que ce ne soit pas des photos ou des vidéos qui soient anciennes, des systèmes de reverse image search, d'accord? Donc il y a plein de différentes façons de le faire. Aussi, ça fait très longtemps qu'on fait ça et aussi on a un accès exclusif à la base de données Twitter, ce qui fait qu'on a un moyen aussi de savoir si certaines personnes qui tweetent sont des vraies personnes, de une. Donc on filtre les bots, qui sont en fait très faciles à filtrer. Et deuxièmement, on trouve par exemple, il y a certains groupes de journalistes, surtout en Afrique, qui sont très bons. Ils postent de l'information et nous, on a remarqué au fur et à mesure du temps que cette information, elle se vérifie et elle est vraie. Merci beaucoup pour cette présentation. Estelle, ici, vous utilisez chez France Info Data Miner. Donc ces alertes, vous les recevez. Qu'est-ce qui se passe quand une alerte est reçue par la rédaction de France Info? Comment c'est traité et comment c'est intégré dans le circuit de production de l'information? Alors nous, on a une expérience assez longue maintenant de Data Miner parce que ça fait 2 ans et demi qu'on l'utilise. Donc on a pu l'expérimenter dans pas mal de circonstances, que ce soit françaises ou bien internationales. Alors concrètement, et je reviendrai un peu dessus, il y a tout un paramétrage qui est très très important dans Data Miner. Mais nous, on reçoit donc par mail en fait tout un tas d'alertes avec des mots-clés qu'on a choisis, qui tombent dans une adresse qui correspond à celle de l'agence de France Info. Pour faire très rapidement, c'est un service qui a 3 ans et demi, qui est là pour centraliser l'information de France Info Radio. C'est-à-dire qu'on a une charte très stricte qui régit nos rapports aux sources d'information. À France Info, on ne donne pas d'infos avec source proche du dossier, source proche de l'enquête, etc. Donc nous revérifions tout nous-mêmes. Donc ces data miners arrivent dans ce service qui s'appelle l'agence. Et en fonction de la ligne éditoriale de France Info, quand une information nous intéresse, ce matin on a reçu des choses sur l'incendie à Villeurbanne, dans une usine. En fait, c'est un incubateur de start-up. Et donc, on reçoit ça. Et là, on se dit, OK, ça, c'est une info que France Info veut donner. Et là, on entame, nous, le processus de vérification. Il faut voir que Data Miner, c'est une alerte.
Ça nous dit il se passe quelque chose à un endroit. Si on est intéressé, on prend cette info et ensuite on met en place notre vérification, c'est-à-dire qu'on appelle tous les services concernés à France Info et même à Radio France, en l'occurrence ici le bureau de Lyon, et on leur dit voilà ce que Dataminer nous donne, voilà les tweets qu'on a, est-ce que tu peux vérifier? Et lui après il appelle les sources, les pompiers, la préfecture, etc. Et là on remonte l'information et on la donne. Alors 2 ans et demi, donc on vient de parler d'un incendie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres types d'actualités sur lesquelles Dataminer permet d'accélérer ce travail de vérification? Nous, on a un exemple un peu fondateur que je pense vous connaissez, Antoine. Ce sont les attentats à Bruxelles, puisque c'est le tout début où on utilisait Dataminer, où on faisait des tests. Et on a vu arriver au moment des attentats, notamment à l'aéroport, tout un tas de personnes qui disaient on a entendu quelque chose, il se passe un bruit, il y a eu une explosion, des choses comme ça. On a appelé nos camarades de France Info, puisqu'Antoine y était dans une vie antérieure, il se trouve à la RTBF pour visiter là-bas des choses qu'il faisait. On les a prévenus de ça et donc on a appris à la RTBF qu'il était en train de se passer quelque chose à l'aéroport. Je confirme. Donc ça, voilà. Ça a été notre premier exemple. Ensuite, j'en ai pris un autre et j'ai noté pour bien avoir, c'est l'attentat de Strasbourg. Alors, il se trouve qu'on a eu quand même beaucoup d'attentats ces dernières années et que c'est vrai que c'est, je dirais pas prioritairement, mais c'est quand même un des sujets sur lequel on a beaucoup paramétré Dataminer. Donc, je prends Strasbourg, ce qui s'est passé au marché de Noël. Un exemple, nous, le premier Dataminer qu'on reçoit, il est 20h11. C'est « Vous êtes à Strasbourg, évitez Place Kléber, il y a des coups de feu ». 20h11. Nous, c'est un tweet posté c'est par un tweet témoin qu'on reçoit de Dataminer par quelqu'un qui est là. On en reçoit derrière un ou deux autres. Hein. Là, nous, on appelle France Bleu Alsace, qui se renseigne, etc. 20h26, on a une première dépêche de l'agence de France Info. Strasbourg, plusieurs victimes après des tirs dans le centre-ville. On a mis un quart d'heure à vérifier l'information, à savoir qu'il y avait des victimes. Nous, l'intérêt, c'est d'aller vite, c'est de ne pas suivre. Enfin, je veux dire, par rapport, on est une chaîne d'infos en continu, donc on doit délivrer une information rapidement. Premier urgent AFP, 20h38, avec seulement la mairie qui appelle à rester chez soi, et c'est seulement à 20h50 qu'on a des blessés source police à l'AFP. Donc nous, on a gagné une demi-heure sur l'info qu'on a délivrée, parce que grâce à Dataminer, on a appris qu'il se passait quelque chose à Strasbourg, on a appelé la locale de France Bleu Alsace qui était sur place. Donc voilà l'intérêt qu'on a, c'est vraiment, pour une chaîne d'info en continu, être alerté rapidement qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est ça l'utilité. Alors on va se tourner vers Christophe. Vous n'êtes pas une chaîne d'info continue chez Libé. Vous êtes un journal, un média global qui fait du numérique, un journal papier également. Vous n'avez pas forcément la même organisation de rédaction. Vous testez Dataminer. Question très simple. Est-ce que c'est utile à vos journalistes? Qu'est-ce qu'ils y trouvent aujourd'hui? Alors, c'est bien de le rappeler, on n'a pas du tout le même objectif de délivrer de l'information en continu ou d'être aussi réactif sur le même type d'information que celle qui est traitée par France Info. Une petite chose juste pour commencer, il ne faut pas oublier que Dataminer est une source qui va identifier au sein d'un univers, aujourd'hui majoritairement Twitter, ce qui peut relever de l'intérêt pour la personne qui a paramétré. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'a pas paramétré les mots-clés incendie ou coup de feu de la même manière que France Info a pu le faire. Donc il faut bien voir que on crawl de la data, pour parler 9 langues, dans un univers qui est déjà identifié, fermé, mais qui n'est pas exhaustif. Donc ce ne sont pas toutes les informations. Deuxième chose que je rajoute peut-être à ce que vous avez dit l'une et l'autre qui était extrêmement intéressant, c'est que ce ne sont pas des signaux faibles, ce sont des informations. Et c'est très important de faire la distinction parce que le signal faible, par exemple, c'est l'hélicoptère au-dessus d'Abbottabad avant la capture de Ben Laden. On peut dire qu'il y a un bruit dehors, c'est pas ça qui fait une information. Donc Dataminer se situe déjà un cran au-delà de ça et va vraiment chercher l'information. Pour Libération, c'est évidemment un autre usage qui est privilégié. Nous, on est en phase de test. Ça fait pas 2 ans et demi, ça fait quelques semaines seulement. Et on est encore en train de se poser la question de savoir si on va aller plus loin et garder de manière pérenne l'outil. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, on l'utilisait plutôt pour, une fois un fait, un événement identifié, être capable de repérer, sans avoir la masse de journalistes ou le nombre de personnes sur le terrain, de repérer les différents événements qui vont pouvoir nous intéresser. Exemple, une manifestation.
vous avez vu les manifestations des Gilets jaunes ou croisées avec les différents types de mobilisation depuis ces derniers mois. Il est impossible, dans une manifestation parisienne qui rassemble à la fois des syndicats, des Gilets jaunes, des intervenants divers et variés type Black Bloc, de suivre en temps réel une manifestation qui s'étale sur plusieurs kilomètres carrés. Donc à ces moments-là, lorsqu'on sait que des personnes qui sont sur Twitter, qui vont être dignes de confiance, vont pouvoir alimenter le réseau en information, on sait qu'à ce moment-là, bien utiliser Data Miner nous permet d'aller trouver plus vite des faits qui sont susceptibles de nous intéresser. Donc si je comprends bien, il s'agit de bien utiliser, non pas par un paramétrage de mots-clés, mais aussi par de la localisation. Localisation géographique, tout à fait. Localisation géographique, et puis regarder la prévalence. Sur Lubrizol, par exemple, sur l'incendie de Rouen d'il y a quelques jours, c'était extrêmement intéressant parce qu'on voyait qu'au-delà des quelques sources qu'on avait nous-mêmes rapidement identifiées comme étant fiables, continues, très vite, les médias locaux reprenaient la main au bout de quelques minutes. Et une partie des alertes qu'on reçoit de Data Miner, souvent sur le local, où il y a évidemment moins de population abonnée à Twitter, moins de population abonnée à Twitter qui tweetent de l'information sous la forme d'information, on se rend compte que dans ces moments-là, les médias locaux, très très vite, sont les plus relevant. Si je puis me permettre, juste rajouter aussi par rapport... Le micro, ouais. Le New York Times, avec l'histoire avec la Libye, qui évidemment, le New York Times, ils ne publient pas en breaking. Leur priorité, ce n'est pas la rapidité, c'est vraiment l'investigation, c'est le journalisme. Ils se servent des alertes Data Miner afin d'établir une timeline en fait, de ce qui s'est produit. Et ils se sont servis en fait, des alertes, mais aussi de leur journalisme, afin de savoir qui était responsable pour ces frappes aériennes et c'était un moyen en fait aussi d'investigation pour les journalistes de la rédaction du New York Times et ça pourrait être pareil pour Libération. Christophe, est-ce que chez Libé, il y a d'autres formes d'intelligence artificielle, d'autres outils d'intelligence artificielle qui vont être appréhendés, pris en main par des journalistes? Comment ça marche? Alors, il y en a déjà une autre qui fonctionne déjà un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui est au cœur de la machine, mais dont on se sert comme une aide, comme un adjuvant. C'est CrowdTangle, qui est l'outil développé par Facebook et qui couvre aussi Instagram. C'est un outil qui est très intéressant parce que pour une partie des sujets que l'on traite, on est un média généraliste. Alors, on a 180 journalistes par rapport aux 2500 du New York Times. On n'est évidemment pas dans la même cour, ni France Info, mais sur la mode, sur le sport, sur la culture, qui sont des univers dans lesquels Instagram a pris une importance folle en quelques mois. On se rend compte que CrowdTangle nous sert aussi à repérer de l'information et à nourrir, a posteriori parfois, je rejoins ce que tu disais, Kristen, sur le côté construire une timeline, revenir sur un événement, réutiliser de la matière brute dont on comprend a posteriori l'intérêt. Je ne reviens pas sur Abbottabad et l'hélicoptère dans le ciel, mais Notre-Dame ou Lubrizol, voilà. C'est des choses qui sont, pour de l'inattendu, très très pratiques. Pour de l'attendu, on n'a pas parlé du breaking news que Data Miner va sortir à quelques secondes d'écart avec parfois d'autres sources, ou après d'autres sources. La mort de Jacques Chirac, on l'a eu quasiment en même temps que l'AFP parce qu'une des sources nous avait contacté. Ça se joue à quelques secondes et je pense que le gain n'est pas sur du prévisible ou attendu, c'est moins évident. C'est moins évident sur des choses plus institutionnelles, comme par exemple là, sur Jacques Chirac, où c'est un communiqué de la famille. Je pense que Data Miner, c'est plus utile quand survient un événement imprévu. C'est vrai que nous, on l'utilise, je reviens beaucoup, incendie, attentat, etc. C'est plutôt là. On l'utilise pas mal aussi pour tout ce qui est catastrophe naturelle, séisme. Alors, il faut voir que le paramétrage, parce que c'est bien l'intelligence artificielle, mais effectivement, s'il n'y a pas un humain qui, derrière, paramètre très précisément ce dont il a besoin, on ne va pas récupérer l'info qu'on veut. Nous, sur Lubrizol, on est en train d'essayer de débriefer. Je sais que la personne chez moi qui s'occupe du paramétrage a envoyé un mail à Kirsten parce qu'on n'a pas reçu de Data Miner sur Lubrizol. Alors, on a eu de la chance, c'est la locale. Il se trouve que le matinalier de France Bleu allait prendre son service à 3h du matin et qu'il a vu l'incendie, donc il nous a prévenus. Mais on n'en a pas reçu. Donc on est en train de se questionner parce que nous, il faut savoir qu'on paramètre par zone, France, Europe, monde, qu'on paramètre ensuite sur des mots-clés, catastrophes notamment naturelles, qu'on a des focus avec aussi faits divers, PJ, enfin voilà. On a tout ce paramétrage et s'il n'est pas fait, on est obligé de le revoir en permanence
parce qu'en plus, il y a des niveaux, voilà, on va dire 1, 2, 3, 4, 5 pour chacun d'entre eux. Donc si je prends par exemple catastrophe naturelle, je peux choisir de faire ça. On peut avoir people, on peut avoir plein de choses. Donc nous, il y a des choses qu'on a complètement écartées, des choses où on a mis à 5. Mais ça demande en permanence, à chaque fois qu'un événement survient, où on se dit, tiens, j'ai eu des data miners, j'en ai pas eu, pourquoi je les ai pas eu comme ça, de se repencher sur le paramétrage en permanence. D'où l'importance, voilà, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais derrière, il faut l'expertiser et bien l'informatique. Sachant que l'intelligence artificielle se nourrit elle-même de l'expérience vécue. On peut rapprocher ça, je pense, des modèles météo qui apprennent au fur et à mesure, mais qui sont incapables de détecter forcément un fait totalement nouveau ou extraordinaire. Je pense à l'incendie de ce matin à Villeurbanne. Moi, j'ai eu l'alerte aussi. Est-ce qu'on aurait eu cette alerte à ce niveau il y a 15 jours ? C'est pas sûr. Post-Lubrizol, le mot-clé d'incendie et l'importance que ça a pris a certainement été remonté par les équipes ou par la machine. Est-ce que, un peu de la même manière que le grand public peut se retrouver enfermé dans des bulles de filtre, est-ce qu'il y a des risques, que ce soit data miner, que ce soit CrowdTangle, que vous, journalistes dans les rédacs, vous vous retrouviez à avoir des questionnements sur la hiérarchisation de l'information? Est-ce qu'un outil comme data miner ou d'autres peut, à un moment ou un autre, ou risque, à un moment ou un autre, de vous conduire à revoir de la hiérarchisation de l'information, à accorder trop d'importance à quelque chose qui peut-être n'en a pas? Christophe, Estelle, votre regard là-dessus? Moi, après 2 ans et demi d'expérience de data miner, je dirais non, parce qu'en fait, on a vraiment, comme on suit une ligne éditoriale, il y a énormément d'informations qu'on exclut, et en fait, on l'utilise vraiment comme un alerting. Et il y a des choses, par exemple, grâce à Data Miner, tout ce qui est colis suspects, etc., je peux vous dire que dans tous les aéroports et les gares de France, il y en a toutes les heures, chaque minute presque. Au début, on sautait dessus des convoyés. Des colis suspects voilà, par France Info. Bon, voilà, donc maintenant, on n'y fait plus du tout attention. Alors peut-être ce sera un travers. Mais en tout cas, je ne pense pas, parce que comme on paramètre soi-même, on part de son besoin. Et après, on adapte l'outil à son besoin. Alors après, par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est penser que Data Miner ou ce genre d'outil CrowdTangle va nous alerter sur tout. Parce que si on attend que ça, effectivement, on va passer à côté de choses qui ne vont pas être détectées. Ça, c'est un peu le risque. Donc, il faut quand même garder une vigilance sur des réseaux de... Là, je pense aussi, c'est pour les dimensionnements des rédactions, mais aussi des réseaux de correspondants en province, dans des villes et un peu partout. Ce serait ça le risque, de penser que ça peut remplacer. Voilà. Et peut-être de ne pas confondre juste quelque chose. Je suis désolé de terminer sur cette note très simpliste, mais de ne pas confondre les mots. Data miner n'est pas une source, c'est un outil qui sélectionne parmi des sources potentielles des informations qui n'en sont pas toujours pour notre média. C'est extrêmement important parce que clairement, la hiérarchie de l'information, même quand une information, une impulsion, un stimuli nous arrive d'une autre rédaction, par exemple, qui push un événement où, voilà, je ne vais pas parler des morts parce que c'est toujours un sujet un peu compliqué, mais c'est un des faits sur lesquels on est les plus attentifs. Quelqu'un qui est annoncé comme mort, Nadine Morano avait annoncé Jacques Chirac mort il y a quelques mois. On pouvait considérer que Nadine Morano était une source fiable dans certains univers. C'est une personnalité politique. Des médias, ça arrive à tout le monde, pas souvent, mais ça peut arriver, peuvent annoncer parfois rapidement, sur la base d'une ou deux sources concordantes qui ont en fait le même lien d'information, une personne ou un fait qui s'avère être faux. Donc la vérification de l'information, quel que soit le dimensionnement de la rédaction, quelle que soit la nature de l'information, je peux vous assurer que breaking news égale prendre son temps. Je sais que c'est une réflexion que Antoine défend depuis des années et qui est chère à tout bon journaliste. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, on ne donnera jamais, on ne fera pas une dépêche de l'agence de France Info à partir juste d'un data miner et d'un tweet. On va toujours engager derrière la vérification d'informations, parce qu'en plus, on source toujours, c'est toujours à appris France Info, de sources, etc. Donc, comme on a un code comme ça, donc jamais on le prendra strictement pour le délivrer. Et parfois, nous, on vérifie même une information qui est sourcée France Info. Donc. Est-ce que vous